tout le monde. Je vous remercie d'avoir bien voulu vous déplacer et assister à la présentation du livre de M. Sadio, Choc des neurones. M. Sadio est le symbole de certaines valeurs que j'apprécie beaucoup. Parce que enseigner, c'est partager, c'est faire preuve de générosité. Aller jusqu'à écrire un livre, ça encore, c'est un autre niveau de générosité. Au-delà de la générosité, il y a l'expertise, il y a la pédagogie. Il fait partie de ceux que j'appelle membres de mon écurie. Je suis un peu plus âgé, je ne vais pas vous raconter mon parcours, mais c'est inhabituel entre l'Europe et ici. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas le sujet. Sadio, Jérôme font partie de mon écurie. Et comme je suis un sportif, c'est une course de relais. C'est moi qui ai le témoin. Et je leur ai dit, il faut qu'on fasse une belle course pour que je puisse vous transmettre le témoin. Aujourd'hui, les Sénégalais ne se rendent pas compte. Ce n'est pas le pétrole la richesse du Sénégal. C'est le savoir, la connaissance. Aujourd'hui, la connaissance est partagée partout. Moi, très rapidement, j'ai été directeur, j'ai mis de côté le poste de directeur, j'ai traversé le monde, j'ai préféré être expert partout où je vais, que ce soit à travers... J'ai fait tous les pays d'Afrique, il me reste peut-être 5 pays, j'ai tout fait, j'ai fait le tour. En Europe, j'ai participé aux plus grands projets. C'est une parenthèse parce que aussi, j'essaie de transmettre mon mentor qui disait, ce que j'essaie de transmettre aux élèves, s'armer de sciences et de techniques jusqu'aux dents. Les élèves ici, à Isier, ici, j'ai dit Isier, lapsus, ici à ces pays, ils sont armés de sciences et de techniques jusqu'aux dents. Nous, on forme des ingénieurs, j'ai dit bien ingénieurs. On ne les trouve pas n'importe où. Et on n'a aucun complexe. Ici, au Sénégal, on peut, quand j'entends, oui, une nouvelle technologie, c'est du n'importe quoi. Parce que nous, on a participé dans des projets incroyables. Dans des projets incroyables. Aujourd'hui, les élèves, parce qu'on a une école partenaire, entre autres. Parfois, les élèves, ils ont le choix de passer la 3e année à Paris. Et nous, ce n'est pas n'importe quelle école. Hein. Vous avez eu, ces temps-ci, il y a la guerre, Golfe, Iran, etc. Vous avez entendu les Rafales. Les Rafales, le monsieur qui a créé tout ça, il sort de cette école, d'Assaut Père. Ce n'est pas n'importe qui. Et le meilleur en intelligence artificielle dans le monde, il est sorti de cette école-là. C'est lui l'un des inventeurs du deep learning. Bon, nos élèves qu'on envoie là-bas, ça permet de jauger, d'arranger. En tout cas, en ce qui concerne intelligence artificielle, cybersécurité, rien du tout. Hein? Aucun complexe. Ici, la veille technologique, elle est permanente. On va développer une filière. Moi-même, j'ai fait les va-et-vient dans l'école partenaire, j'ai proposé une nouvelle filière. Ils sont pressés que j'arrive là-bas, l'ingénierie de l'IA. Ici. En plus pour l'informatique quantique, le tout, ici et là-bas. Bonjour à tous, donc c'est un plaisir et un honneur de me tenir devant vous donc pour vraiment cette cérémonie de dédicace de cet important ouvrage. Je tiens à féliciter M. Abraham Sadio, qui est une personne stratosphérique, parce qu'en fait, beaucoup de personnes demandent comment il arrive à faire tout cela. Donc quitter Ziguinchor, venir sur Dakar, avoir le temps aussi de réfléchir pour écrire, c'est quelque chose à féliciter et à magnifier. Et je pense que moi, de mon côté, je ne serai pas trop long, seulement encourager et demander à tout le monde de soutenir ces initiatives en achetant l'ouvrage et aussi en le publiant et en partageant sur tous vos réseaux. Parce que l'union fera la force. Et on ne sait jamais, peut-être les gens s'ils publient et d'autres personnes verront et peut-être pourront acheter beaucoup d'ouvrages qui permettront à M. Sadio de pouvoir aller même défendre cet ouvrage à des cérémonies ou d'autres
rencontre internationale du livre. En tout cas, on est très content d'être sur ce plateau et de voir tous les invités ici. Donc, on vous remercie pour ce déplacement. Merci beaucoup. Bonjour ou bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous accueillir ici au sein de cet important établissement de connaissances. Il a dit tout à l'heure, M. Sall, le président de ECPI. Je lui dis merci aussi pour sa confiance. Ça fait 3 ans qu'on chemine ensemble. Au début, je le faisais ici parce que j'étais encore à Dakar. Quand je suis allé sur Ziguinchor, je lui ai dit, Monsieur Sall, désolé, mais je ne pourrais plus assurer le cours parce que maintenant, j'ai regagné le bercail, entre guillemets. Il m'a dit, Monsieur Sadio, je ne vous laisserai pas partir. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, merci beaucoup. Merci aussi à mon ami et frère Gérard Dacosta. Je pense qu'aujourd'hui au Sénégal, quand on parle de cybersécurité, qu'on ne parle pas de lui, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qu'on a quand même raté. Hein, il est très important, il a aussi écrit un ouvrage. Merci et vraiment bienvenue encore à tous pour cette présence au sein de cette école, pour cet événement qui m'est très cher, un événement important pour moi, à savoir la présentation de ce livre « Choc des neurones ». Lorsqu'on considère un peu ce qui se passe aujourd'hui avec la course à l'IA, on peut avoir l'impression que l'IA est quelque chose de récent. Mais en réalité, non. Parce que quand on remonte un peu le cours de l'histoire de l'IA, l'IA a commencé principalement à partir de 1943, lorsque Warren McCulloch et Walter Pitts, pour la première fois, ont écrit l'expression dans un article scientifique, l'expression neurone artificielle. Cette date, cet article marquait l'avènement historique de la naissance scientifique, on peut dire, de l'intelligence artificielle. Mais c'était encore trop tôt pour parler vraiment de science à l'époque. Quelques années plus tard, en 1950, le mathématicien anglais Alan Turing, il réfléchissait à la possibilité qu'il y ait une machine qui puisse réfléchir. Alors, on l'appelle le test de Turing. Il s'est dit, quelles seraient les caractéristiques d'une machine qu'on pourrait qualifier d'intelligente? Et dans ses réflexions, dans ses, on va dire, dans ses pensées, expérience de pensée, comme on l'appelle, il s'est dit qu'une machine pourrait être intelligente si elle était capable de duper des humains lors de discussions sans que ceux-ci ne sachent qui est derrière le cloison. C'est-à-dire qu'il a imaginé une salle, une grande salle, divisée en 3 cloisons, 3 parties, avec des entités dans chacune des parties, aucune entité ne sachant qui est derrière, mais discutant entre elles via télétexte, c'est-à-dire à l'écrit. Cette machine serait intelligente ou qualifiée comme telle si elle était capable, durant un certain laps de temps, de duper les 2 humains qui sont derrière les autres cloisons. Autrement dit, une machine qui serait capable d'entretenir une discussion qui implique forcément une compréhension du langage naturel, du langage humain, une réflexion, mais également la capacité de pouvoir répondre. On a l'impression que là, il posait déjà les bases de ce qu'est aujourd'hui ChatGPT. Et pourtant, c'était depuis 1950. Il a fallu attendre 6 ans après, c'est-à-dire en 1956, que pour la première fois, dans la conférence du Dartmouth College, pendant plusieurs jours, des scientifiques du monde entier se retrouvent et décident désormais que l'intelligence artificielle serait une discipline scientifique à part entière. La date de naissance, si vous voulez, de l'IA, comme on la connaît aujourd'hui, c'était 1956, lors de la conférence du Dartmouth College. Bien sûr, plusieurs paradigmes de l'IA se sont succédés, les IA connexionnistes, etc., etc. On a connu les systèmes experts avec lesquels moi j'ai découvert l'IA, qui date des années 80. Et il a fallu attendre le 30 novembre 2022 pour que tout bascule. Pourquoi? Parce que c'est à cette date, le 30 novembre 2022, alors que l'humanité se réveillait sous un soleil qu'elle pensait identique à celui de la veille, il se passait une révolution quasi silencieuse, l'avènement de ChatGPT. En quelques semaines, donc du 30 novembre 2022 à janvier 2023, ChatGPT est passé de quelques centaines de comptes à plus d'1 million de comptes, c'est-à-dire de comptes ouverts par des humains, autrement dit d'utilisateurs, si vous voulez. Et là, beaucoup de gens n'ont pas compris vraiment ce qui se passait. Il a fallu attendre toute l'année 2023, principalement, pour se rendre compte qu'on était en train de vivre une véritable révolution, une disruption technologique sans précédent. Parce que, alors que les autres paradigmes de l'IA sont venus, et puis bon, ça venait, ça partait, il y a eu aussi des hivers de l'IA, il y en a eu principalement 2, des périodes de l'IA où les recherches ont été stoppées parce que les scientifiques butaient contre des impasses, donc les recherches ont été abandonnées parce que les gouvernements avaient arrêté de financer.
Mais 2022 a marqué une date ou un événement historique. À partir de là, on s'est rendu compte que, quel que soit notre métier, quelle que soit notre profession, quelle que soit notre orientation profane, on vivait une révolution parce que l'IA est venue absolument tout chambouler. L'IA a tout chamboulé. Et quand on parle de cette IA-là, il faut préciser qu'il ne s'agit pas d'une IA similaire à celle qu'on connaissait avant. On l'appelle intelligence artificielle générative. Et c'est d'ailleurs le titre, hein, l'IA générative. Alors, qu'est-ce que c'est que l'IA générative? On appelle IA générative une IA qui est capable non seulement de comprendre le langage humain, quelle que soit sa forme, c'est-à-dire textuel, oral, vidéo, tout ce que vous voulez, image, non seulement elle arrive à comprendre les images, les textes, etc., elle réfléchit entre guillemets, mais elle est capable également de répondre en se servant du même support ou canal de communication qui lui a été adressé. Et elle répond avec une précision extraordinaire. Alors, ce n'est pas de la magie. Beaucoup pensent qu'il y a une base de données quelque part aux États-Unis chez OpenAI où il y aurait des réponses à toutes les questions possibles et imaginables. Ce n'est pas le cas. Ce sont des réponses qui sont données par des statistiques. Autrement dit, un calcul de probabilité des mots qui pourraient intervenir ou qui pourraient apparaître à la suite du précédent, tenant compte du contexte et des mots-clés situés dans la question qu'on a posée à l'IA, qu'on appelle le prompt naturellement. Voilà donc ce qu'est l'IA générative. Et c'est justement parce que cette IA est capable de comprendre des questions qu'on lui pose et de répondre à ces questions de manière vraiment précise, d'une précision fulgurante, époustouflante, que ça a balayé ou ça a bouleversé pratiquement tous les champs de discipline, mais également tous les métiers. Et vous comprenez bien sûr que le champ de discipline de l'éducation n'y a pas échappé. Parce que là, principalement, c'est quoi? Lecture, ressources livresques, analyse, synthèse, production intellectuelle sous format écrit. Voilà pourquoi, aujourd'hui, l'enseignement se trouve complètement bouleversé, chamboulé par l'avènement de l'intelligence artificielle générative. En janvier 2025, j'ai été invité, puisque je réside à Ziguinchor, comme je vous l'ai dit, j'ai été invité à prononcer la conférence inaugurale des doctorales de 2025 dans l'université Hassan Sek de Ziguinchor. Au début, je me suis même demandé qu'est-ce que j'allais raconter, parce que bon, qu'est-ce que j'allais dire à un parterre de professeurs, de pairs, PAIRS, et d'étudiants qui n'ont pas forcément vécu l'avènement historique de l'IA comme moi je l'avais vécu. Il a fallu donc, que je joue de stratégie en essayant de faire quelques recherches, en discutant avec les uns et les autres. Et le jour J, le jour arrivé, j'ai prononcé ma conférence. Quelle ne fut pas ma surprise à la sortie, même pas à la sortie, dès que j'ai fini la conférence, les questions qui ont fusé de partout, des professeurs agrégés de tous bords, de toutes disciplines, d'étudiants et tout, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. Mais jusque-là, l'idée du livre n'était pas encore là, n'était pas encore née. Un mois et quelques après, une autre université m'appelle pour une conférence, toujours sur l'IA, avec un domaine d'application différent, mais toujours par rapport à l'éducation. Je prenais cette conférence-là, il y avait 450 auditeurs ou participants ce jour-là. Je me suis dit, ben tiens, apparemment ça commence à intéresser vraiment les gens parce que les professeurs se sont rendus compte que leurs étudiants se servaient de l'IA. Donc beaucoup se demandaient, mais comment faire pour vraiment s'assurer que l'étudiant ou les étudiants qu'on corrige, on corrige vraiment leur vrai travail et non le travail qui a été produit par l'IA. Et quelques temps plus tard, quelques jours après cet événement-là, la deuxième conférence donc, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose à ce niveau-là. C'est de là que l'idée est partie. Et au mois d'avril plutôt, j'ai commencé à écrire. Et en mai, on m'invite pour une autre conférence, cette fois-ci à Hassan Sek, au niveau de la bibliothèque centrale. Et là, j'annonce que le projet d'écriture de cet ouvrage, Choc des neurones, comment l'IA générative redéfinit le futur de l'éducation. Voilà comment l'idée de ce livre m'est venue. Il m'a fallu 30 conférences, des conférences que j'ai prononcées en présentiel, dont ici, dans d'autres universités aussi de Dakar, mais aussi Ziguinchor et ailleurs, Abidjan, comment on appelle ça encore, Bénin, Cotonou et d'autres capitales, mais en ligne. Et là, à chaque conférence, je me confortais à l'idée qu'il fallait vraiment poursuivre ce projet. Parce qu'il faut le dire, il a dit tout à l'heure, écrire un livre, surtout, comme l'a dit Gérard, il me connaît bien parce que je passe mon temps à courir entre plusieurs villes. Il y a quelques mois, j'étais pour un séminaire dans une école qu'on appelle école académie, plutôt académie
international des métiers de l'aviation, donc des aviateurs. Il fallait leur montrer l'application justement de l'IA dans l'aviation. Donc, c'est une passion. Et ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup d'organisation, beaucoup de discipline surtout. Et donc, c'est là que, avec tout cela, ces conférences, ces séminaires, ces webinaires, ces ateliers, j'ai concocté tout ça, plus mes recherches depuis 2022-2023, et je me suis dit que j'allais en faire un livre. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, l'avènement de l'IA a bouleversé ce qu'on appelle la position ou la place de l'enseignement dans le processus d'apprentissage. Parce que vous et moi avons connu, pratiqué ou subi le même modèle d'enseignement. Un professeur qui est là, cours magistral, qui donne son cours, des étudiants ou élèves qui sont en face de lui et qui l'écoutent religieusement, qu'il ait raison ou pas, et qui accorde du crédit à tout ce qu'il dit, avec une verticalité incontestable et incontestée. Mais pourquoi aujourd'hui ça fait peur aux enseignants, enfin à certains enseignants? Parce que simplement aujourd'hui, avec un simple clic ou quelques phrases qu'on appelle des prompts, un étudiant est capable d'entrer en possession de la même quantité de savoir que le prof, voire mieux ou plus que lui. Du coup, certains professeurs qui avaient pour habitude simplement de se baser sur le fait de distribuer de la connaissance, en fait de l'information si vous voulez, se disent mais tiens, ma position elle est quand même elle est fragile à ce niveau-là. Parce qu'effectivement, l'étudiant ou l'élève peut avoir des informations comme il veut, quand il veut. Quelle serait maintenant la place de l'enseignant au sein du processus d'apprentissage? Voilà une première question. Deuxième question, il s'agit du phénomène, ou bien plutôt du modèle d'évaluation, parce qu'il dit enseigner, dit aussi évaluer. Nous avons tous connu cette évaluation, ou bien ce modèle d'évaluation où élèves ou étudiants, on fait ce qu'on appelle un devoir sur table avec un papier, un stylo, etc. Bien. Mais est-ce que parce qu'un élève ou un étudiant a été capable de reproduire textuellement les réponses enregistrées dans sa mémoire, est-ce que c'est parce qu'il a réussi à le faire et qu'il a eu 15 ou 20 qu'il a forcément compris le concept ou les concepts de ce cours? Nous savons tous que la réponse est évidente. C'est non. Pourquoi? Parce que très souvent, quand on pose la même question ou les mêmes questions à ces mêmes étudiants ou élèves une semaine après l'évaluation, ils grattent la tête. Ça veut dire qu'ils n'ont pas compris le concept. Le phénomène de l'IA générative met aussi le doigt ou touche du doigt cet aspect très important. Nos modèles d'évaluation sont-ils vraiment des modèles, pas authentiques, efficaces plutôt? Sont-ils vraiment efficaces? Est-ce qu'on veut faire de nos étudiants des disques durs, c'est-à-dire qui ont la capacité d'emmagasiner le maximum d'informations et de la restituer, cette information-là, en temps voulu? Ou alors, est-ce qu'on veut faire de nos étudiants des microprocesseurs, je dirais même des processeurs, pour ne pas minimiser des processeurs, autrement dit, qui ont la capacité, avec leur esprit, leur cerveau, de réfléchir, de comprendre et de pouvoir expliquer dans leurs propres termes ce qu'on leur pose comme question lors d'évaluation ou d'examen. Voilà les deux questions principales qui m'ont guidé durant toute la rédaction de ce livre. Une dernière chose, le phénomène de l'IA générative a mis le point sur 3 éléments très importants. L'épistémologie, le rapport de l'homme à la connaissance. Deuxièmement, l'anthropologie. Autrement dit, quelle est la place de l'homme dans le processus d'acquisition des connaissances ou des savoirs? Et troisièmement, l'éthique. Qu'est-ce que nous pouvons faire du point de vue moral, du point de vue, par rapport à nos principes? Qu'est-ce que nous pouvons faire avec ce que nous savons faire? Je m'arrête là pour l'instant. J'attends les questions. Merci. En tout cas, merci pour la présentation. Il a soulevé des points très importants. Quel est le rôle de l'enseignant avec l'apparition de l'IA? La question qu'il pose, c'est valable partout. L'éducation, oui. Valable pour l'ingénieur, valable pour le banquier. Concernant l'ingénieur, c'est clair. Il ne va pas remplacer l'ingénieur, mais l'ingénieur, il va changer l'habitude de l'ingénieur. C'est-à-dire qu'il va l'augmenter. Donc l'ingénieur, par définition, qui est là
pour concevoir, eh bien, ça va le renforcer. L'ingénieur va tranquillement et sûrement se muer en solution architecte. Voilà. Le problème qu'il a posé, oui, c'est un problème réel dans l'éducation et dans tous les domaines. Je ne sais pas, au cas, comment on va procéder? C'était vraiment très bien l'explication. Hein. J'ai vite compris un peu pourquoi tu parles de choc de neurones. Ça relève de la programmation du cerveau depuis l'enfance, en ressortant un peu le fait des études, la manière dont les études sont faites et la manière dont nous faisons en sorte que notre cerveau puisse se rappeler ou puisse gérer les informations. Est-ce que c'est compris ou est-ce que c'est plutôt, comme on disait, emmagasiner sans vraiment comprendre? Mais moi, j'ai une petite question qui relève un peu de la science, on va dire, parce que quand on est avec des synapses qui nous permettent d'emmagasiner tout ça. Et ces synapses se perdent au fur et à mesure qu'on grandit. Donc du coup, il y a une dégénérescence. Plus on grandit, il y a cette dégénérescence qui fait que cette capacité d'emmagasiner même, on la perd un peu. C'est pourquoi beaucoup vont continuer à lire, beaucoup vont continuer à se cultiver pour pouvoir avoir un peu plus de temps par rapport à d'autres. Mais est-ce que réellement, si nos synapses et cette dégénérescence est effective chez nous, est-ce qu'on peut vraiment parler de choc de neurones avec une IA, par exemple, qui, elle, n'a pas ce défaut ou va aller un peu plus vite que nous? C'est un ami, une connaissance. Merci beaucoup pour cette question qui est vraiment intéressante parce qu'effectivement, quand on parle d'IA, donc l'intelligence artificielle, on fait référence de manière assez pâle, on fait référence au fonctionnement du cerveau humain, mais on en est vraiment très loin. On parle de neurones artificiels. Tout à l'heure, comme je le disais dans mon introduction, le neurone artificiel, l'expression a été utilisée pour la première fois par Warren McCulloch et Walter Pitt en 1943 dans un article scientifique qu'ils avaient écrit ou coécrit. Il y aurait environ 86 à 100 milliards de neurones dans le cerveau humain, d'après ce que disent les chercheurs en neurosciences. Et effectivement, les synapses sont des connexions qui existent entre des neurones qui permettent justement de ce qu'on appelle d'apprendre, d'acquérir la connaissance. Et à chaque fois qu'il y a des connexions entre neurones, de nouvelles connexions se créent tous les jours. À chaque fois qu'il y a de nouvelles connexions qui se créent entre des neurones, il y a renforcement, on appelle ça la plasticité synaptique. Il y a un renforcement, d'accord, neuronal au niveau des synapses et ça permet le passage ou la transition, le transit de flux ou d'influx nerveux, qui sont des signaux électriques, qui permettent justement de pouvoir consolider une connaissance qu'on vient juste de découvrir. Alors, maintenant, la question de savoir le choc, effectivement, à un moment donné, on aura forcément cet aspect-là entre le neurone artificiel et le neurone biologique. Pourquoi? Parce que simplement, le neurone artificiel, il est artificiel. Ce sont en fait des modèles mathématiques utilisés. Et qui dit modèle mathématique dit derrière deux choses. Première chose, la capacité de faire des calculs avec des GPU, des processeurs. Et deuxième chose, la capacité de stocker de l'information qu'on a générée ou bien qu'on a puisée à partir d'une source. Maintenant, la question c'est de savoir, est-ce que entre l'humain et l'homme, on parle de choc des neurones, entre l'humain et l'homme, qui va gagner la bataille? Qui va gagner la bataille de l'intelligence entre l'humain et l'homme? La question que je dois d'abord poser, c'est quoi l'intelligence? Parce que très souvent, on se lance dans des discussions, on se lance dans des explications, sans pour autant circonscrire le débat et préciser quelle est l'acception que l'on fait de l'intelligence, ou du mot intelligence. Si l'intelligence est la capacité de stocker des données massives sans jamais les perdre, si c'est ça l'intelligence, oui, la machine, elle est plus intelligente que l'homme dès à présent. Parce qu'on a de super grands disques durs de plusieurs téra ou pétaoctets qui sauvegardent des données, et de manière intacte, sans les perdre. Si l'intelligence est la capacité de pouvoir faire des calculs sur des nombres élevés sans se tromper, si c'est ça l'intelligence, oui, plutôt la machine est plus intelligente que l'homme. Parce que nous avons nos limites aussi, il faut dire, en tout cas jusque-là. Mais si l'on se réfère à un chercheur qu'on appelle Howard Gardner, il fait mention de 8 types d'intelligence. Logico-mathématique,
verbo-linguistique, interpersonnel, intrapersonnel, kinesthésique, musical et biologique. Vous voyez là tout de suite que si on doit tenir compte de ce phénomène ou bien de cette théorie de Howard Gardner, il y a des éléments parmi ces types d'intelligence que la machine ne pourra jamais faire. Donc, c'est quoi l'intelligence? Est-ce que c'est la globalité des 8 intelligences qu'a donné Howard Gardner, ou alors est-ce que c'est juste la capacité de faire des calculs et de stocker de l'information? Dans mon livre, quand je parle du choc des neurones, je veux juste montrer qu'il y a des personnes, la plupart d'entre elles d'ailleurs, qui veulent mettre en opposition les capacités humaines à celles artificielles ou de la machine. Mais est-ce vraiment le bon débat? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on a à se dire ou qu'on a à se poser comme hypothèse ou plutôt comme champ de discussion? À mon avis, non. Pourquoi? Parce que depuis l'aube des temps, toutes les grandes révolutions qu'on a connues ont provoqué des changements dans l'humanité. Que ce soit la découverte du pétrole, avant même le pétrole, oui, le charbon. Lorsque l'homme a découvert que la combustion du charbon, plutôt la chaleur émise par la combustion du charbon pouvait provoquer un déplacement, on a fait un bond en avant. Il y a eu la machine à vapeur, le train à vapeur et d'autres choses, le bateau à vapeur également. Lorsqu'on a découvert le pétrole, on a compris que la combustion de ce pétrole-là pouvait provoquer aussi un déplacement ou engendrer un déplacement. Le moteur a vu le jour. Le moteur a 4 temps, admission, compression, explosion, échappement. Et là, on a construit des voitures qui allaient plus vite que les voitures ou les véhicules qui étaient alimentés à la vapeur. C'est pour dire que chaque fois, on s'est posé des questions quant à savoir quelle serait la place de l'homme à chaque fois qu'il y avait ces révolutions-là. Mais on a vu qu'à chaque fois, l'homme a toujours eu l'intelligence de s'adapter à ces inventions. Parce que l'intelligence, c'est aussi la capacité de s'adapter à des événements imprévus et de pouvoir garder le rythme et de pouvoir vivre. Choc des neurones ici, c'est une question qui se pose, ou que je pose dans ce livre. Est-ce qu'on doit mettre en opposition l'intelligence humaine à celle, entre guillemets, de la machine ou des machines, ou plutôt, est-ce qu'on devrait s'appuyer sur cette révolution technologique pour pouvoir être des humains augmentés? C'est ça le débat. Merci beaucoup. Alors moi j'avais une question, c'était par rapport en fait à l'urgence, parce que vous avez parlé tout à l'heure de la course à l'IA, dans beaucoup de pays d'ailleurs, donc il y a des milliers de dollars qui sont investis dans l'intelligence artificielle. Donc moi, en fait, je me pose la question de savoir, est-ce qu'il ne faudrait pas lever un peu le pied pour enseigner comment utiliser l'IA, comment bien utiliser l'IA et de manière efficace. J'ai eu plusieurs fois, donc, quand j'ai rédigé mon mémoire, j'ai eu plusieurs demandes que j'ai faites à ChatGPT et les réponses n'étaient pas convaincantes du tout. Donc, à chaque fois que ChatGPT me donnait une réponse, je l'analysais et parfois je trouvais qu'il y avait des erreurs. Je lui demandais de se corriger. Parfois, la correction était correcte, d'autres fois, non. Et donc, il ne s'agit pas seulement de produire des outils d'IA, à foison. Je me dis qu'à un certain moment, dans toutes les entreprises, on aura besoin d'utiliser des outils. Donc, pour l'instant, au Sénégal, est-ce qu'il ne faudrait pas enseigner aux étudiants comment utiliser de manière efficace les outils qui existent déjà, ou bien de créer d'autres outils, mais qui sont adaptés à nos réalités socio-culturelles aussi? Parce que c'est important. Donc voilà, c'était sur ça que je voulais que tu nous éclaires un peu. Merci beaucoup, Abraham. Effectivement, le fait parfois d'avoir des réponses générées par l'IA qui sont contradictoires ou bien qui sont erronées, c'est pas nouveau. C'est même normal, entre guillemets. On appelle le phénomène de l'hallucination. L'hallucination, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est j'allais dire la capacité, mais c'est pas joli de dire ça. C'est plutôt le phénomène dans lequel l'IA donne des réponses avec un aplomb déconcertant, vous assurant que sa réponse est juste et vraie, alors qu'il y a des parties erronées, voire totalement erronées. On appelle ça l'hallucination. Alors, l'hallucination a plusieurs raisons. Ça peut être, par exemple, des données erronées qui ont été fournies aux algorithmes lors de leur entraînement. Parce que les algorithmes d'IA sont entraînés sur des données massives qu'on appelle qu'on appelle ça training sets. Okay? Il y a les training sets, il y a aussi des test sets de l'autre côté, pour s'assurer que l'entraînement a été bien fait, c'est bien passé. Mais malgré tout, après, c'est une technologie humaine, il y a des erreurs qui se faufilent ou qui se glissent. Donc ça peut être dû à des données erronées à la base, ça peut aussi être dû à des biais algorithmiques
ou à d'autres choses. Mais ce phénomène existe effectivement bel et bien. Et si vous avez remarqué, il tend pas à disparaître, mais à s'amenuiser, à diminuer de plus en plus. Vous savez pourquoi? Parce qu'en 2022, comme j'ai dit, le 30 novembre 2022, lorsque ChatGPT OpenAI a mis sur le marché ChatGPT, c'était gratuit. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'était gratuit pendant un bon moment. Vous savez pourquoi? Comme dit mon ami Gérard, quand c'est gratuit, c'est nous le produit. Parce qu'en fait, ils nous ont donné ça pour que nous puissions contribuer à l'amélioration du fonctionnement des algorithmes de ChatGPT. Et c'est pareil pour toutes les autres IA également. Donc nous contribuons également à améliorer l'entraînement et les capacités des IA qu'on utilise. Donc ce phénomène-là, on va encore le connaître. C'est ça. Alors, la deuxième partie de votre question, est-ce qu'on ne devrait pas former les gens? Oui, mais dans toute chose, il faut former. Parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un d'employer un outil assez sophistiqué, même mécanique, sans lui donner une formation. Il risque de s'amputer le doigt ou la main, ou je ne sais pas, autre chose. Donc, effectivement, je suis d'avis que, comme vous l'avez dit, qu'il puisse y avoir des formations. Et d'ailleurs, je pense que depuis quelque temps, les autorités, les ministères de tutelle, travaillent dans ce sens. Moi-même, au niveau de Assansec, je fais partie des formateurs qui depuis un an déjà, ont commencé à former, pas seulement les étudiants, j'ai commencé par les doctorants, c'est vrai, les masters, mais aussi les professeurs, c'est-à-dire mes pairs à moi, PIRS, à les former à l'usage de l'IA. Je le fais, c'est vrai, sous la coupole de l'AUF, parce que je suis consultant pour l'Agence universelle de la francophonie également. Et justement, c'est à ce titre-là que Mais ça continue. Hein. J'ai vu, je pense que c'était hier, sur une des pages de l'UCAD, qu'ici également, je pense que c'est du 26 au 28 que ça s'est passé ou que ça va se passer. Donc, effectivement, la formation, elle est inéluctable, elle est cruciale, j'allais dire, pour qu'on puisse savoir comment s'en servir au mieux de manière éthique et responsable. Bonjour et merci déjà à l'auteur pour cet ouvrage. Moi, ma question est de savoir, ce choc dont vous parlez, est-il déjà visible dans notre société actuelle, notamment en Afrique, ou est-ce que c'est encore un phénomène à venir? Et également de savoir quelle est la principale leçon que vous souhaitez que les lecteurs retiennent de ce choc de neurones. Merci. Est-ce que le choc est déjà visible? La réponse est oui. Mais j'irai plus loin. Ce n'est pas seulement en Afrique, dans le monde. Parce que, figurez-vous que l'année dernière, il y avait une discussion en Europe, en France en particulier, quant à savoir si oui ou non, il fallait accepter d'intégrer l'IA dans l'éducation. Mais beaucoup étaient contre. Pour plusieurs raisons, dont quelques-unes que j'ai citées tout à l'heure. La crainte des enseignants de voir leur position, leur place en tant que sachant et qui donnent la connaissance de manière verticale, cette position-là est complètement bouleversée. Et ça fait peur à beaucoup. Mais vous savez, la crainte, elle est humaine, la peur, elle est humaine, surtout lorsqu'on met le pied sur un terrain qu'on ne maîtrise pas. C'est tout à fait normal. Donc la réponse est oui, ce choc existe déjà et il va continuer en s'intensifiant. Voilà pourquoi il est extrêmement important pour nous de prendre connaissance de ce qui se passe dans cet écosystème de l'IA, pas seulement dans l'éducation, il l'a dit tout à l'heure, c'est dans tous les domaines, mais également de prendre le temps de découvrir le fonctionnement de ces IA. Parce que vous savez, parmi les connaissances, plutôt les capacités les plus importantes aujourd'hui, surtout à l'ère de l'IA, et ça va continuer d'ailleurs, il y a l'esprit critique. Parce que les étudiants ou les élèves, ils auront toujours un flux de données ou d'informations qui va arriver. Mais il faudrait que ces mêmes étudiants ou élèves soient capables de faire passer ces flux d'informations-là par le prisme de la critique, la capacité à remettre en question l'authenticité, la véridicité, mais également le côté pratique de ce qui a été donné. Autrement dit, il faut qu'ils aillent voir les sources, qu'ils aillent faire une analyse pour voir est-ce que l'information qu'ils ont reçue est exacte, sourcée, vérifiable, fiable, utilisable. L'une des capacités également qu'il faudra travailler, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la littératie algorithmique. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire la capacité de comprendre le fonctionnement des algorithmes pour voir comment interagir avec les IA. Donc ce choc, il est déjà là. Que retenir de l'ouvrage? Exactement ce que je viens de dire.
C'est ça qu'il faut retenir de l'ouvrage. Savoir que l'IA, on ne pourra pas changer, on ne pourra rien y changer, ça va continuer en s'intensifiant. Il faudrait maintenant qu'on puisse être capable d'encadrer l'usage qu'on fait de l'IA, que ce soit en entreprise ou à l'école. Oui, je voulais juste revenir sur le besoin de formation. Tout à l'heure, il a mis l'accent sur le fait que l'humain, par définition, il est réticent par rapport au changement. Avant, l'information, c'était pour qui? Pour ceux qui savaient lire. Puis ensuite, il y a eu le téléphone, SMS. Ça aussi, c'était pour ceux qui savaient écrire. Ensuite, convergence, voix, données, images. On constate aujourd'hui, dans l'échange d'informations, c'est surtout l'audio. Donc, démocratisation, on a levé la barrière entre ceux qui savent lire et ceux qui ne savent pas lire. Pour ce qui est du numérique, tout le monde est équipé. Et comme il l'a dit, tout le monde participe à l'intelligence collective. Pour ce qui est de la numérisation, les prérequis, numéro 1. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde a son téléphone. Tout le monde, je dis bien tout le monde, hein. Il n'y a pas que les écoles. Tout le monde doit être formé, sensibilisé, formé au numérique. Et le numérique, c'est quoi? Écoutez, aujourd'hui, c'est les données qui circulent partout. Évidemment, il y a la cybersécurité, mais il y a aussi l'IA. Je dis tout le monde doit être formé. Tout le monde, parce que tout le monde a son portable. L'IA fait partie des outils de travail. Le téléphone, l'IA, l'accès Internet de crédit, c'est des prérequis. Vraiment, si on veut réussir le numérique. Tout le monde, sans exception. J'espère que vous allez très bien. Donc, déjà de féliciter Abraham pour ce livre et sa sortie. C'est un très grand plaisir. En tout cas, félicitations et très bonne continuation. On espère que ça sera un très grand succès, Inch'Allah. Alors moi, ma question, je vais la poser suite à un ressenti, un vécu. Parce qu'il n'y a pas longtemps, quand on était à Ziguinchor, je discutais avec une amie qui travaille dans un service de déminage. Et elle me racontait l'histoire d'un jeune stagiaire qui était venu et qui utilisait l'IA. Et donc, pour eux, c'était quelque chose d'extraordinaire parce que, oui, le jeune utilise l'IA, ça, c'est pas normal. Ils sont même allés jusqu'à en parler à son oncle qui l'avait fait amener dans le service. Et cette histoire, on la voit également, même au niveau des réseaux. Aujourd'hui, Gérard peut écrire un texte qui est très sophistiqué et automatiquement, Abraham va dire il a utilisé l'IA. C'est comme si utiliser l'IA, c'était de commettre un crime, voilà, pour certaines personnes. Alors que, comme vous l'avez dit et qu'on l'a compris, les personnes qui vont utiliser l'IA vont remplacer les personnes qui ne vont pas l'utiliser parce que l'IA permet de créer des personnes augmentées. Et les personnes qui l'ont compris utilisent l'IA. Maintenant, moi, je suis formatrice et j'utilise l'IA pour faire mes supports. Et je suis très heureuse parce que ça me permet, au-delà de mon vécu et de mes connaissances, de pouvoir atteindre les connaissances des autres pays, des autres experts. Et ça me permet d'explorer un peu de tout ce qui se fait, au fait, dans le métier de formation. Maintenant, ma question, c'est, je rencontre des formateurs, des coachs ou d'autres personnes qui sont dans le domaine et qui considèrent que utiliser l'IA est une bêtise. Alors que ce n'est pas une bêtise pour moi, c'est, comme vous l'avez dit, les 8 formes d'intelligence en fonction du public et des personnes à qui on va donner ces compétences, d'utiliser ce qu'on a vécu pour pouvoir avoir un très bon résultat. Et ma question, c'est, est-ce que dans le livre, Abraham, vous traitez de cela pour que je puisse mettre ma casquette de griotte et puis d'en parler partout et de dire aux gens, hey, venez acheter le livre et vous allez être convaincus que utiliser l'IA, ce n'est pas une bêtise, mais ça vous permet d'être augmenté. Merci beaucoup. Je comprends ta position, mais je comprends aussi l'opposition, à savoir, je vais t'expliquer un peu ce qu'ils pensent. Pour eux, une connaissance est égale à expérience. Expérience veut dire vécu. Et quand tu parles de ce que tu as vécu et ce que tu sais, tu es mieux placé pour en parler. Or que si tu prends l'IA, on va prendre un enfant de 12 ans qui parle de mariage. Qu'est-ce qu'il en sait?
il appuie l'IA, la réponse est correcte, la réponse est logique, mais il n'en sait rien. Donc, lui faire confiance, c'est difficile. Or que voir quelqu'un qui est marié, qui a des enfants, te parle de mariage, là, c'est correct. C'est un vécu, en fait. C'est pour ça qu'ils te disent peut-être que c'est la bêtise. Parce qu'il y a un raccourci que tu pourrais faire sans pour avoir l'expérience derrière qui te permet d'avoir cette casquette. Je pense que c'est là qu'il parle. Tu vois? C'est un peu ça. Maintenant, par rapport à la question que je lui ai posée, c'était par rapport à la formation. Il y a 2 niveaux pour la formation. Je pense qu'il y a une formation pour ceux qui ont grandi sans l'IA et ceux qui sont venus après l'IA. Pourquoi? Parce qu'on ne fonctionne pas de la même manière. Nous, par contre, nous qui avons grandi avant l'IA, quand on fait les recherches, on trouve, on vérifie, on check, parce qu'il y a quelque chose. Or que ceux qui sont venus après l'IA, c'est la bonne réponse. Et ils avancent dessus. Voilà la différence en fait. Donc, je pense que c'est une question de génération aussi qu'il faut prendre en compte lorsqu'on parle souvent. Comme j'ai un collègue qui est très jeune, il me dit quand il n'y avait pas Google, il dit on lisait. Il dit mais vous lisez comment? À la bibliothèque. Et comment ça? On prend un livre. Il dit mais ça prend du temps. Il dit mais c'est ça la lecture. Donc du coup, voici la mentalité. Il y a ceux qui ont vécu avant, qui savent comment on procède pour atteindre à une connaissance, et ceux qui font le raccourci directement. Tu prends aujourd'hui un web designer ou bien un codeur, celui qui est né avant, il code à partir de la feuille blanche. Note, feuille blanche, on tape du début à la fin. Celui qui est aujourd'hui, il prend l'IA, il pose une question orale, ça sort le script, il upload et puis il dit ça marche. Mais lorsqu'il y a un problème, il ne pourra pas expliquer d'où vient le problème. Lorsqu'il y a un souci, il ne pourra pas pointer du doigt exactement où vient le souci. Or que la partie où tu dis qu'on est des humains augmentés, c'est celui qui sait, qui a utilisé et qui peut repérer pour ajuster. Donc quand on parle de formation, je pense qu'il faut aller sur ces 2 formations. Et quand on parle aussi de bêtises, je pense que c'est la partie expérience en fait. Merci. Effectivement, d'ailleurs dans le livre, je pose la question. Je dis, est-ce que l'information obtenue par là, puisqu'on parle d'éducation, par un étudiant ou un élève, directement obtenue de l'IA, est-ce que le simple transfert, cette information-là, du web où il est allé chercher, vers l'étudiant sur son ordinateur, est-ce que cela assure ou convainc de l'adoption ou de l'appropriation de la connaissance qui s'y trouve? Il y a une différence entre obtenir ou avoir l'information en soi, parce que l'information, ce n'est pas la connaissance. Ce n'est pas la connaissance. La connaissance, c'est autre chose. Elle émane d'une information. Quand on prend, comment il s'appelle encore, Claude Shannon avec la théorie de l'information et tout ça, c'est différent. Donc la connaissance, c'est autre chose. Elle émane de l'information ou des données qu'on a. Mais il faut la mettre en application pour parler de connaissance. C'est différent. Donc effectivement, il y a un travail à faire. Le simple fait d'avoir l'information, par exemple, dans mon portable, sur la mémoire, ne veut pas dire que forcément, ce qui est là comme connaissance, je l'ai acquise. Il y a un travail qu'il faudra faire. Et justement, le temps qu'on gagne dorénavant avec l'IA pour aller chercher de l'information, parce que vous et moi sommes de la même génération, il fallait chercher, aller sur Google, taper. Et je me rappelle même que quand Google a commencé, beaucoup disaient non, ça c'est de la triche, vous êtes sur Google, machin. Mais où trouver de l'information alors? On est passé des bibliothèques à Google à l'époque. Et même là, il y avait le même débat. Non, c'est de la triche, c'est trop facile, vous allez taper juste... C'était pas si facile que ça. Il fallait fouiller, il fallait sélectionner par mots-clés, il fallait lire tous les articles, savoir comment choisir les articles les plus pertinents, faire une synthèse. Et c'est ça qui est aujourd'hui facilité avec l'IA. En réalité, c'est ça. Il y a juste un transfert, on va dire, d'activités ou bien de tâches, en réalité. C'est ça qui se passe. Donc, effectivement, il faut que le temps qu'on gagne ou que les étudiants gagnent aujourd'hui pour obtenir l'information, on gagne du temps. Donc, le temps qu'ils ont gagné, il faut qu'ils le mettent maintenant à profit pour passer de la simple information à la connaissance. Et là, il faut l'apprendre. Ok, donc merci. Je vais un peu répondre par rapport à ça, parce qu'en fait, de base aussi, j'ai fait une formation en intelligence artificielle, donc pour les managers et les équipes. Et l'idée, c'était de voir en fait la place de l'intelligence artificielle par rapport à notre quotidien. Donc il faut savoir que c'est un outil. Donc moi, je vais donner un exemple. Par exemple, j'aime utiliser l'exemple du couteau. Si on prend un couteau, on le laisse sur la table, on prend un enfant.
si on ne fait pas attention, il va tenir la partie coupante, il va se blesser avec le couteau. Si on prend ce même couteau, on le donne à un maître cuisinier, il va faire des magies avec ce couteau. Si on prend ce même couteau, on le laisse à un agresseur aussi, il va faire des choses avec. Si on prend ce même couteau, on le donne à un militaire, il y a autre chose qu'il va faire avec ce couteau. Et avec ce même couteau, on peut le donner à plusieurs autres personnes, chacun va en faire ce qu'il doit faire avec ce couteau. L'IA, c'est pareil. Pourquoi? En fait, l'IA, moi je suis de ces personnes qui estiment que l'IA doit être encadrée. Donc peut-être c'est mon instinct d'ingénieur en cybersécurité, mais l'IA doit être encadrée. Pourquoi? J'ai discuté avec plusieurs personnes de plusieurs domaines, surtout un sociologue. Et quand on a discuté, on a vu que tous les deux, on est dans la même longueur. Vous savez, le cerveau d'un être humain, il y a une période où ce cerveau a besoin d'évoluer, de comprendre, de stocker, d'apprendre à évoluer. Maintenant, si cette période-là, on ne surveille pas l'enfant, surtout, on ne surveille pas cette personne qui doit évoluer, qui doit comprendre, on le laisse l'IA, c'est l'IA qui va se développer et cette personne va rétrécir. Donc l'IA doit être encadrée. Ça veut dire que l'IA, comme il l'a dit sur le livre, on n'interdit pas aux formateurs ou aux maîtres d'école d'utiliser l'IA, mais ils vont l'utiliser pour mieux améliorer leur cours par rapport à leurs étudiants et voir comment toucher ces étudiants-là. Mais ces étudiants-là, on doit les refuser de toucher l'IA parce que pour l'instant, ils sont dans la partie apprentissage. Maintenant, une fois qu'ils évoluent et qu'ils deviennent dans cette partie-là où ils doivent chercher l'information, on doit leur donner des IA parce qu'il y a plusieurs IA de différents domaines. Des IA qui vont aider à aller chercher l'information. Plus ils évoluent, on leur donne des IA aussi par rapport à leur évolution. De telle sorte qu'une fois qu'ils terminent leur formation, maintenant là, on te laisse à toi-même. Maintenant, l'IA que tu vas utiliser, c'est à toi de savoir cet outil-là, je vais l'utiliser pourquoi. Est-ce que je vais l'utiliser juste pour... Moi, je ne vais plus réfléchir. Et je vous dis, ça arrive, peut-être je vais dire, et les gens vont rire. Maintenant, même pour dire bonjour, les gens vont aller taper charger pour voir le mot bonjour, comment on l'écrit. Et les gens ont peur maintenant de faire des fautes. Ok, c'est bien beau de dire que on doit écrire des textes, les textes doivent être comme il faut, mais il faut savoir que l'étymologie d'un être humain, il est imparfait. Donc l'être humain doit faire des fautes. Faire des fautes, être corrigé, vous permet de pouvoir apprendre et d'évoluer. Ainsi de suite. Moi, je vais donner mon exemple. Moi, quand j'ai toujours détesté les autres matières littéraires. Donc, dictée, j'avais 0. J'écrivais des textes, je faisais des fautes. Mais j'évoluais, je corrigeais. Jusqu'à un moment, les gens me disent, maintenant, tu fais plus de fautes, hein? Tu commences à évoluer, ainsi de suite. Et cela m'a permis, quand j'écrivais mon livre, je n'ai pas eu de problème pour chercher. Et ce que j'ai dit à un étudiant, parce qu'il m'a posé la question, comment écrire un livre? Je lui ai dit, le processus d'écrire un livre. Maintenant, même les plateformes où tu le déposes, on fait des tests pour voir, en fait, est-ce que ce livre-là a de l'IA ou pas. Et c'est ça qui est dangereux maintenant. C'est pourquoi vous allez voir, les gens, ils vont écrire de longs textes sur LinkedIn. Mais ils ont peur d'écrire. Parce que quand tu vas écrire, mais ces textes-là, s'ils sont générés, quand vous partez dans les plateformes, presque tous ces textes-là, on va les reconnaître. Et c'est là que se bloque, en fait. C'est pourquoi, aujourd'hui, les gens doivent comprendre vers où je vais orienter l'IA. L'IA, c'est seulement un assistant. Peut-être tu lui poses des questions, tu lui dis, moi j'utilise l'IA. La dernière fois, ChatGPT m'a posé une question en me disant, est-ce que prochaine fois, quand je vais lui parler, je vais essayer d'être courtois? Parce qu'en fait, il m'a répondu, et la question n'était pas vraiment sur ce sens-là. Je lui ai dit, moi je sais la réponse, je te disais de faire ça. Donc il ne faut pas vraiment te foutre de moi, excusez-moi du terme. Et il m'a répondu en me disant, parce que, en fait, je voulais une chose, et je voulais qu'il contextualise, et il m'a donné autre chose. Donc je l'ai corrigé. Et ça veut dire que vous, si vous ne connaissez pas, en fait, le domaine, il va vous donner des informations, et c'est là, en fait, le mot qu'il avait utilisé tout à l'heure, hallucination. Et c'est ça qui est dangereux. C'est pourquoi, en utilisant l'IA, c'est par niveau, par étape, et comment le faire. Et c'est là, en fait, la formation que j'ai fait, l'IA pour les managers et leurs équipes. L'idée, c'est de conseiller aux entreprises. Est-ce que réellement, on a besoin de l'IA, ou on doit l'utiliser partiellement, ou on doit l'utiliser totalement? Et c'était ça que je voulais ajouter par rapport à votre réponse. Merci.
Merci déjà, je suis ravie d'être là aujourd'hui. J'avais une contribution concernant on va dire, la surveillance de l'utilisation de l'IA au niveau des universités. On sait déjà que dans les entreprises, il y a des entreprises qui encadrent l'utilisation de l'IA en bloquant l'accès. Mais aujourd'hui, si on dit que les étudiants doivent se retenir à utiliser l'IA pour répondre à leurs exercices ou examens, il va être difficile parce qu'on a tous un téléphone. Et on sait qu'avec un téléphone, on a accès à l'IA assez facilement. On ne peut pas demander à un étudiant d'utiliser l'IA Claude, d'utiliser l'IA, je ne sais pas moi, ChatGPT, pour uniquement faire ses exercices. On sait tous qu'il aura la possibilité d'avoir un autre type d'IA à côté. Est-ce que vous avez une démarche pour approcher, je ne sais pas, on va dire soit des ONG ou le gouvernement en soi, pour encadrer l'utilisation de l'IA au sein des universités? Parce que je pense que s'il y a une surveillance, un blocage de l'accès à l'IA au sein de l'université, on réduira en fait l'accès à ces étudiants-là et ils seront un peu plus forcés à travailler d'eux-mêmes. Et quand on va leur proposer un outil, on va prendre l'exemple de ChatGPT, pour faire des recherches ou pour travailler avec l'IA uniquement avec cet outil-là, ils vont s'y tenir. En tout cas, ils vont s'y tenir au sein de l'université. Parce que du moment que chacun a un téléphone portable, on ne peut plus rien surveiller en fait. Merci. La question, elle est pertinente. Alors, c'est vrai, la question quant à savoir est-ce que j'essaie de m'approcher des ONG, etc. Bon, ONG, pas encore, mais j'essaie quand même, tant bien que mal, de m'approcher de l'autorité de tutelle, c'est-à-dire du ministère, mais ce n'est pas évident. Je peux vous l'assurer. Cela dit, moi, je n'attends pas le ministère ou qui que ce soit. J'ai ma méthode à moi. Il y a 3 ans, lorsque j'ai découvert que mes étudiants ont commencé à utiliser l'IA, je leur ai dit bravo. Et je les ai même encouragés. Je leur ai donné d'autres IA encore à aller utiliser. Alors, ils ont sauté au plafond, ils étaient très contents. Mais ils ne savaient pas que j'avais quelque chose derrière la tête. Ils sont allés faire leur évaluation, etc. Et ils sont revenus, c'était un exposé. Alors, ils sont venus gaillardement, large sourire, jusqu'aux oreilles, et ils ont commencé à lire ce qu'ils avaient projeté. Je leur ai dit, monsieur, mademoiselle, c'est un exposé, pas une séance de lecture. L'IA, il n'y a pas de souci. Allez prendre ce que vous voulez comme information. Tant que ça correspond avec le sujet, il n'y a aucun problème. Mais dès que vous êtes en salle, devant le professeur, ce n'est plus l'IA qui va parler pour vous, c'est vous. Et là, ils ont compris une leçon que je leur ai donnée de manière magistrale. Je ne leur ai pas dit, n'allez pas toucher à l'IA. Au contraire, je leur ai dit, allez-y. Je voulais leur montrer une chose. L'IA, il n'y a pas de souci, en tout cas pour moi. La question c'est, le temps que je gagne, parce que c'est le temps qu'ils gagnent, au lieu d'aller faire des recherches, cliquer, machin, ils écrivent un prompt, ici, il est bien écrit, ils obtiennent l'information. Ils font une synthèse, il y a des IA qui font même, qui génèrent des documents PowerPoint, etc., magistralement. Mais est-ce que, comme là je le disais, est-ce que le fait d'avoir ces informations par rapport à cet exposé, à ce devoir ou à cet examen dans leurs mains, sous format électronique ou bien projeté voilà, avec un vidéo, est-ce que ça signifie qu'ils ont compris? Pour le savoir, qu'est-ce qu'il faut? Qu'ils l'expliquent dans leurs propres termes. Et c'est là que je les ai eus. Et depuis lors, ils ont compris la leçon. Donc, l'une des méthodes, je ne dis pas que c'est la meilleure, mais l'une des méthodes que moi j'utilise depuis 3 ans, que l'IA a commencé, c'est ça. Vous pouvez utiliser l'IA, aucun souci. Mais en classe, montrez-moi que vous avez compris ce que vous avez obtenu. Et je leur apprends à aller vérifier les sources des informations qu'ils obtiennent, parce qu'il y a aussi cette possibilité-là. Quand on fait une recherche sur l'IA, ou bien on pose une question à l'IA, il y a une manière de le faire pour qu'il ou elle vous génère, plutôt elle vous donne les liens hypertextes pour aller vérifier leur authenticité. Voilà ce que je fais. Bonsoir tout le monde. Merci Abraham pour cet ouvrage que vous mettez à la disposition. Et je pense que c'est un besoin réel qui est là par rapport à ça. Et ce que je me pose, c'est au-delà des questions, vous avez apporté également des réponses, j'espère bien. Et qu'en est-il par rapport à cette confrontation ou bien à avoir des êtres humains plus évolués? Qu'en est-il par rapport à soit à la confrontation ou bien avoir des êtres humains plus évolués? Quelle est votre réponse par rapport à ces 2 questions qui sont posées mais qui n'ont pas, à mon avis, jusque-là, une réponse, vu que je n'ai pas encore jeté un coup d'œil. Et une expérience ou bien une anecdote. Il y a un ami, on échangeait, il m'a dit un jour, on était dans une activité jusque tard dans la nuit. Il me dit non, attends, après moi je vais aller produire 4 textes, vite fait avant de me coucher. Je lui dis, mais Mike, tu as dit 4 textes, comment est-ce que tu vas? Non, boy, je le fais avec l'IA et puis après, non, je vais insuffler une âme. Explique.
Il me dit non, je prends l'IA pour avoir mon angle de traitement et avoir des éléments, et après je retravaille le texte. Je sais qu'il va y parvenir parce que il a cette capacité. Mais avec le recul, je lui dis, mais Mike, tu sais, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Moi, je dis, ouais, c'est là que ça devient intéressant. C'est pas tout le monde qui arrivera à le faire, mais moi je le fais et ça va passer. J'ai l'habitude de le faire. C'est intéressant par rapport à ça parce qu'on arrive à gagner beaucoup de temps pour faire un travail. Parce qu'en temps normal, produire 4 textes journalistiques avant d'aller se coucher, c'est pas donné. Une autre expérience que j'ai vécue, il n'y a même pas 3 jours de cela. Un concours de rédaction de lycéens et collégiens, des rédactions de lettres. Les jurys, quand on leur a donné la parole pour qu'ils délibèrent, qu'est-ce qu'ils ont fait comme remarque en premier lieu? La plupart des lycéens et collégiens dans leur production, ce n'était pas eux, mais c'était l'IA. Et tenez-vous bien, qu'est-ce que madame a dit? C'était une dame qui... Elle a dit, maintenant la manière de tricher est sophistiquée. C'est ce qu'elle a dit. Comment faire pour lever ces blocages, notamment au sein des établissements, par rapport à ceux qui donnent, comment dire encore, ceux qui enseignent. Comment faire pour lever ces blocages? Parce que c'est des blocages, je sais qu'un jour ou l'autre, les gens vont s'adapter par rapport à l'évolution de l'humanité, parce que c'est une évolution réellement parlant. Merci. Je vous remercie, M. Badji, pour votre contribution, vos anecdotes très riches, mais aussi pour votre question finale. Dans le livre, je reviens au livre, c'est ça qui nous amène ici, je parle justement de ça. Comment faire pour vérifier? Parce que vous savez, j'ai des collègues, là où je suis, qui parfois sont très fiers de dire qu'ils utilisent des logiciels pour détecter l'usage de l'IA ou non sur les travaux de leurs étudiants. Moi, ça me fait sourire. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai fait des tests. En écrivant ce livre-là, j'ai fait vraiment beaucoup de choses, beaucoup de tests. J'ai fait des recherches, moi-même j'ai fait des tests pour voir, parce qu'il ne fallait pas que j'écrive n'importe quoi. Alors, j'ai fait les tests, j'ai écrit un texte totalement écrit, et j'ai soumis ça au détecteur pour voir quel était le pourcentage d'IA qu'il y avait dans le texte. Il m'a donné un pourcentage de plus de 70%. 70%. Ça m'a fait rigoler. Une de mes belles-sœurs écrivait un mémoire l'année dernière. On a fait le même test avec elle à 2 ou 3 reprises. Le test est sorti avec un pourcentage de plus de 65%, parfois même 80%, alors qu'elle avait écrit ça totalement de ses propres doigts sur le clavier. Ça soulève une question. Quel est le degré de fiabilité de ces logiciels dits IA qui sont censés nous aider ou aider les enseignants à détecter le taux d'utilisation d'IA dans les textes ou les productions de leurs étudiants ou pas? Vous voyez un peu? J'en parle dans ce livre, mais je vais plus loin. Je donne des techniques imparables. Des techniques imparables pour des professeurs qui leur permettent de savoir, quasiment sans se tromper, que ce travail, cette production a été faite par l'IA ou pas. Pour le savoir, il faut acheter le livre. Bon, ce qu'il a dit, c'est assez important. Moi, je pense que j'avais même corrigé des mémoires pour une université française. Et nous, les profs, on nous avait donné une plateforme. Donc, une plateforme avec... je pense eux, ils l'ont développé. Ils l'ont développé. Maintenant, l'idée, c'était que les mémoires, on les mettait là-bas pour voir l'analyse, en fait, par rapport à si les étudiants ont utilisé l'IA ou pas. Et c'est juste pour ajouter aussi, c'est qu'aujourd'hui, c'est cette phrase-là qui va encore venir. Quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc, il y a certaines plateformes qui disent détecter l'IA, mais c'est des plateformes gratuites. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas cette analyse derrière. Donc, il faut vraiment, si vous voulez tester et voir, allez-y sur des plateformes où vous allez payer. Parce qu'il faut savoir que sur Internet, si vous avez besoin de la qualité, vous payez. Quand c'est gratuit, c'est vous les tests, en fait. L'IA apprend sur vos données. Donc, quand vous payez, vous avez le contrôle de vos données. Et c'est ça qui est important. Et aujourd'hui, comme on le dit, l'IA aujourd'hui peut transformer l'avenir de l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut pour avoir l'IA, c'est la donnée, des puissances de calcul, où stocker ces données-là,
et avoir des algorithmes. Et aujourd'hui, des personnes comme M. Sadio ou d'autres personnes qui veulent vraiment faire des recherches sur l'IA, c'est le moment de le faire parce qu'aujourd'hui, nous allons aller aussi vers ce qu'on appelle aujourd'hui une autre forme de colonisation. Parce qu'aujourd'hui, notre jeunesse va utiliser ce IA-là et la personne qui est derrière, la personne qui va manipuler l'algorithme, va pouvoir orienter ces jeunes-là vers ce qu'il veut que ça soit. Donc vraiment, j'exhorte en fait que les personnes, les chercheurs qui sont là, à utiliser l'IA et à personnaliser nos propres IA. Merci. Enfin, je ne sais pas si c'est des contributions, des questions, mais pour moi, il y a 2 éléments. On parlait tout à l'heure de ce que l'enseignement en dit, c'est-à-dire la préoccupation des professeurs du fait que les étudiants utilisent l'IA pour faire leurs devoirs, leur rédaction et tout. Il y a ce point. Et puis, de l'autre côté, il y a l'entreprise. Personnellement, en tant que chef d'entreprise aujourd'hui, pour moi, je sais que un travail qui pouvait prendre 2 ou 3 jours, quel qu'il soit, hein, un travail de rédaction ou encore un travail de développement logiciel, parce que je suis informaticien également, qui pouvait prendre peut-être des mois, je sais que l'intelligence artificielle peut le raccourcir en heures ou en jours. Et donc, si j'ai un collaborateur qui me dit « Ah, moi, ce travail va me prendre le même temps que ce que ça prenait auparavant », ça pose problème. Donc déjà, le besoin de l'entreprise a changé. Alors que l'école produit justement pour les entreprises. Et donc, si moi, en tant que chef d'entreprise, mon collaborateur qui me dit « Moi, je veux réfléchir de manière classique », je lui dis « Non, allons vite ». Et donc, je le mets déjà dans un autre fonctionnement et l'école continue par lui dire « Écoute, continue pas à penser par toi-même ». Je pense qu'il y a une dissonance quelque part. Donc, ce qui nous amène, à mon avis, à un point principal, c'est que l'enseignement doit être complètement réformé aujourd'hui. On ne peut pas, on n'est plus dans une logique de connaissance de manière classique. Ça a complètement changé. Donc, si on continue pas former, par exemple, un bac+5, moi j'ai appris à programmer, et je fais du DevOps, je fais du réseau, mais en 48 heures, j'ai fait un logiciel qui pouvait me prendre 6 mois. Vous voyez un peu. Et donc, si l'école continue par enseigner comme il avait l'habitude de le faire, il y a problème. Tout doit changer. Absolument tout. Peut-être poser les bases de la formation de manière solide et puis après le reste maintenant, voir ce qui va être rajouté au-dessus. Je n'ai pas la réponse. Mais la seule réponse que j'ai à ce stade, c'est que absolument tout doit être revu. Un bac+5, quelqu'un qui fait des études d'histoire, bac+5, aujourd'hui, pourquoi je viendrais poser des questions sur l'histoire à monsieur qui est là alors que une intelligence artificielle peut me donner la réponse? Ceci dit, oui, on doit toujours vérifier, mais la question se pose. Et mon mot de fin, c'est que les intelligences artificielles ne sont pas venues, ils ne sont pas de passage, ils sont venus pour rester. Ils sont venus pour rester. Donc, à bon entendeur, salut. Abraham, félicitations, fier de toi. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire avec ce que nous savons faire? Moi, je pense aux tout petits, les enfants du primaire. Ils utilisent déjà l'IA et ils ne sont pas canalisés. Est-ce qu'il ne faut pas les canaliser? Et est-ce que l'IA ne serait pas en train de favoriser la paresse intellectuelle? C'était ça ma question. Merci. D'abord ta présence. Merci aussi pour la question et la contribution aussi, si je peux dire. Alors, la question ou le problème de l'usage de l'IA par nos cadets, nos enfants, effectivement, elle se pose. Mais moi, je vais un peu plus loin. Si j'utilise l'IA aujourd'hui sans canalisation, ou sans être canalisé plutôt, c'est parce que simplement, ils ont accès à des téléphones portables, à des tablettes et autres. Alors, je pose la question suivante. Ont-ils l'âge d'utiliser ça? Parce que tout comme avec l'IA, on se pose des questions et avec raison, on se demande est-ce que les enfants ont droit à l'IA à cet âge-là, à bas âge? La même question revient. À quel âge, en général,
les spécialistes de l'éducation disent ou autorisent les enfants ou les jeunes à utiliser les téléphones portables. Aujourd'hui, c'est extraordinaire. On voit des enfants qui bon, savoir manipuler, c'est pas un problème, mais qui ont eux-mêmes des téléphones portables, des smartphones. C'est pas pour rien qu'il y a quelques mois en arrière, la question justement de l'usage de l'IA dans les écoles avait fait provoqué un sacré tremblement de terre, parce qu'on se pose la question, est-ce que c'est normal? Il y a des âges où il y a un âge moyen à partir duquel, ou en deçà duquel, d'après les chercheurs dans ce domaine-là, un enfant ne devrait pas utiliser le téléphone portable. Donc si on applique ça, c'est sûr qu'il n'aura pas accès à l'IA. Donc ça soulève une autre question, c'est que faisons-nous de notre rôle de parents au sein de nos familles respectives? Est-ce qu'en tant que parents, nous veillons à ce que certaines règles qu'on fixe dès le départ soient respectées par nos enfants? Si c'est le cas, ça veut dire qu'ils n'auront pas accès aux smartphones, aux tablettes et autres, qui leur donnent directement aussi accès aux IA. Mais si ce n'est pas le cas, il y aura problème. Donc je pense qu'il faut qu'on repense l'autorité familiale, qu'on repense l'autorité paternelle, qu'on repense l'autorité maternelle au sein des familles et qu'on repense vraiment à l'éducation dans le sens global du terme. Mais sinon, c'est vrai, ça se pose des questions effectivement. Et d'ailleurs, l'année dernière, il y aurait un enfant, c'était en France, un jeune collégien, qui se serait suicidé après avoir posé des questions à une IA, lui demandant comment faire pour y parvenir. Et il l'a fait. Donc c'est dangereux. J'espère que vous allez bien. Je commence tout d'abord par féliciter mon cher Abraham pour la qualité de cet ouvrage qui vient assurément à son heure, mais aussi vous remercier pour la qualité des échanges, parce que c'est avec ça qu'on apprend et c'est bien de mettre avec des mots, de mettre des mots sur nos préoccupations. J'ai beaucoup apprécié certaines interventions dans la vôtre et j'aimerais faire une petite contribution, question ou anecdote, à vous de voir. Je fais partie de ceux qui sont assez circonspects par rapport à l'utilisation de l'IA. D'un côté, bien sûr, on voit les bonnes choses, le gain de temps, etc. Mais de l'autre côté, moi, je suis de ceux qui, comme vous, parlent de paresse intellectuelle. Et je vais vous dire pourquoi. Il y a quelques semaines, ma meilleure amie qui habite au Canada, on a échangé, elle était assez furieuse. Elle m'a dit qu'elle a eu un débat assez houleux avec la maîtresse de son fils. Son fils, il est en classe de CM1, ils avaient un devoir à faire, et il est venu lui dire, la maîtresse nous a dit de chercher ça sur ChatGPT. Elle était furieuse, elle a contacté directement la maîtresse. La maîtresse lui a dit, oui, je sais qu'à cet âge, ils ont la paresse d'aller ouvrir des livres. D'accord, c'est pour aller plus vite. Elle lui a dit, mais vous n'avez absolument rien compris. Moi-même qui suis sa mère, jusqu'à présent, je refuse d'aller vers ça. Je fais des recherches pour stimuler, etc., etc. Donc, il y a cette paresse intellectuelle-là. Et l'autre contribution, c'est par rapport au métier dans lequel j'évolue. Je suis éditrice, je suis dans le milieu littéraire, et là se pose un vrai problème de création. Il faut le dire, les gens, ou la majorité, n'utilisent plus l'IA comme outil, mais comme substitut. Et là, c'est le danger. C'est le danger, pourquoi? Parce qu'on nous apprend à ne plus réfléchir par nous-mêmes. Monsieur l'a dit tout à l'heure, j'ai adoré parce que c'était ce que je voulais dire. Même pour dire bonjour, il demande comment s'adresser à quelqu'un avec l'IA. Maintenant, sur Facebook ou ailleurs, les textes, vous voyez les textes, vous rigolez parce qu'on ne nous demande pas la perfection. On nous demande juste d'être humain. Et cette capacité-là, il faut le dire, l'IA ne l'a pas, surtout sur le plan de la création. Moi, on m'avait dit que mon métier allait disparaître avec l'IA. Avant ça, je suis relectrice, correctrice professionnelle. Et vous savez quoi? C'est maintenant que j'ai plus de boulot. Pourquoi? Parce que des gens qui vont vers des maisons d'édition, qu'on refuse leur manuscrit parce qu'ils ont utilisé l'IA, ils me payent pour que j'apporte de la touche humaine dans leur texte. Et après, ils vous disent « Ah, vous avez raison, c'est pas la même chose ». Pourquoi? Parce que l'IA, c'est plutôt mécanique. Ce côté aseptisé, ce côté trop lisse, en fait. Et nous avons des émotions. Je ne sais pas, pour quelqu'un qui est dans le milieu littéraire, moi, je n'ai pas besoin d'outils pour savoir est-ce que la personne a travaillé avec l'IA ou pas. Même si vous écrivez excellemment bien, je peux savoir si c'est une touche humaine
ou bien ce n'est pas une touche humaine. L'IA, elle est plutôt dans le vague, dans les descriptions, c'est très beau. Pour les personnes maintenant qui ont, moi je me dis peut-être c'est ce complexe de parler super bien la langue, on trouve ça très beau. Donc artistiquement, c'est beau, mais techniquement, il n'y a rien. Parce que vous n'allez pas retrouver les éléments essentiels en poésie, en roman, etc. Il manque de tout. Et eux, ils ne le voient pas, mais nous, avec l'œil de professionnel, on s'en rend compte. Maintenant, la personne à qui on refuse son manuscrit, parce qu'elle a entièrement travaillé, je répète, pas prendre quelque chose, entièrement travaillé, et que la personne trouve anormal qu'on lui refuse son manuscrit, on en a parlé avec quelqu'un, je lui ai dit, mais 100% IA. Il m'a dit, mais je ne sais pas écrire. C'est l'IA qui sait. Je lui ai dit, mais elle est où la création? Je peux comprendre que vous caliez, d'accord? Et que vous alliez trouver quelques idées. Mais de là à vous faire générer tout un texte, et là, on se rend compte, là, ça ne va pas. On se pas substitue, c'est la machine qui se substitue à nous. Et à la fin, ça fait de quoi? De nous, des personnes qui ne réfléchissent pas. Donc, je ne suis pas nihiliste, d'accord? Mais je suis dans le juste milieu. L'utiliser à bon escient, d'accord? Et savoir bien encadrer parce que les gens ne savent pas, malheureusement. Donc ça, c'était la petite contribution. Et je reviens encore, parce que j'ai plusieurs casquettes, il y a celle d'enseignant. Maintenant, pour l'IA qui modifie tout, qui transforme tout, qu'est-ce qu'un bon enseignant devrait préserver? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Colly Mamgonefay, pour ta présence ici. Et je profite de l'occasion pour vous dire qu'elle m'a beaucoup conseillé par rapport à mes choix, mes décisions, jusqu'à l'apparition, la sortie de ce livre. Donc je lui dis merci devant tout le monde. Voilà. Alors, effectivement, cette question-là, elle demeure très importante. La question qu'elle a soulevée en rapport avec les gens qui donnent tout à l'IA. Et justement, quelles sont les qualités que nous, en tant qu'humains, nous sommes appelés aujourd'hui plus que jamais à plus travailler, ou à beaucoup plus travailler? C'est notre côté humain. Ça paraît tellement, tellement basique de dire ça, mais c'est ça. Parce que les machines, elles sont performantes, il y a l'esthétique, etc., c'est vrai. Mais en général, les textes que produisent les IA ne sont pas vivants. Ils sont démunis de tout ce qui est vie. Les émotions, même simulées, le sont très mal. Un texte parce que quand on écrit un texte, comme tout le monde, on a tous commencé à écrire peut-être depuis le primaire avec ce qu'on appelait à l'époque la rédaction, dissertation, etc. Certains parmi nous ont écrit même peut-être des mini-livres mais sur des cahiers, comme c'était mon cas et aussi son cas à elle, parce que ça fait 20 ans qu'on se connaît. Mais il y a toujours le côté vécu, il y a le côté expérience, il y a le côté anecdote qui est là. Et culturellement, que ce soit du point de vue culturel, religieux ou autre, il y a toujours quelque chose qui va teinter nos écrits que nous produisons. Ce qui n'est pas le cas pour une IA qui ne sait même pas sa propre existence. Donc effectivement, cet aspect-là, il est très important. Les qualités, il faudra vraiment rester humain, le plus humain possible, rester soi-même, l'authenticité. Mais je reviendrai encore à la première qualité dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est très importante, c'est notre capacité, notre esprit critique. Notre esprit critique. Et c'est ce même esprit critique-là qui lui permet, elle, et à d'autres personnes, de savoir identifier ou de détecter un texte qui a été produit, parce que c'est son travail, elle est éditrice, qui a été produit par un humain ou pas. Tout à l'heure, M. Dacosta l'a dit. Ce livre-là, j'ai d'abord mis sur Amazon, bon, sans faire de publicité, même si j'en ai déjà fait, avant de le faire imprimer en version papier. On m'a posé un tas de questions par rapport à l'usage de l'IA ou pas. Naturellement, j'ai répondu. C'est passé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont vu que c'était une œuvre humaine. Parce que si elle était totalement machine ou IA, ce ne serait pas passé. Mais c'est passé. J'ai eu mon lien et depuis lors, ceux qui veulent l'avoir en version Kindle peuvent l'avoir directement sur Amazon. C'est pour dire que de plus en plus, on va mettre maintenant l'accent sur l'authenticité, l'originalité de nos productions, qu'elles soient écrites ou non. Donc c'est très important. Je vais aussi ajouter quelque chose, mais c'est une question ouverte. Hein. C'est avec l'IA et l'art, en fait.
Aujourd'hui, on parle de la personne qui a créé cette machine, qui est capable de pouvoir peindre et de pouvoir mettre en place des œuvres d'art. Est-ce la machine qui est un bon artiste? Est-ce qu'on peut dire une machine est un artiste? Ou est-ce la personne qui a conçu, qui n'est pas un artiste, c'est seulement un ingénieur qui maîtrise les codes, etc. Est-ce que c'est lui l'artiste? Donc c'est ces questions-là qu'on se pose actuellement. Et juste pour vous dire qu'en fait, l'IA, aussi perfectionnée qu'elle soit, ne pourra pas être l'humain, en fait, et ne peut pas remplacer l'humain. C'est un débat, en fait. Peut-être on va avoir des gens qui vont perdre leur boulot, et ainsi de suite, mais ce sera toujours des outils qu'on met là-bas. Il y aura toujours des humains qui vont venir faire la maintenance, etc. Donc moi, je vais dire que l'IA remplacera des boulots, mais pas l'humain. C'est ça le vrai sens du terme. Donc il y aura des boulots que l'IA va remplacer, mais l'être humain sera toujours au centre. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est aux gens de s'adapter. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous êtes un technicien qui gère des machines, et que vous savez, demain, il y aura des machines intelligentes qu'on va mettre, allez vous adapter et devenir des techniciens qui vont gérer des machines intelligentes. Comme ça, vous, demain, si on vous remplace, c'est vous qui allez venir gérer ces machines-là. Donc c'est ça, en fait, il faut qu'on puisse s'adapter. Il faut comprendre l'IA pour que l'IA puisse augmenter l'humain. Très rapidement, un petit point. J'ai un fils vraiment qui adore le sport. Il faisait de la recherche sur l'histoire de la Coupe du Sénégal. Mais toutes les réponses étaient fausses. Je lui dis ça c'est faux. Après je lui dis viens, ChatGPT dit, je dis faux. Il dit tel truc Jaraaf, je dis non, Jaraaf n'existait pas. Faux. À la fin il m'a dit il faut aller consulter le soleil. Parce qu'il disait oui, c'est l'ancêtre du Jaraaf, c'était le foyer, confusion totale. Ce qui signifie qu'on a un grand patrimoine, malheureusement sous forme de papier. Ah, il va falloir réfléchir, hein. Il va falloir réfléchir et les rendre accessibles. Les rendre accessibles à tous, parce que presque toutes ces infos sont fausses, totalement. Et pourtant, l'info est là disponible. Il m'a dit, bon, allez consulter les documents physiques. Donc, il faut faire très attention. Je me nomme Ismaël Touré, donc je suis professeur de mathématiques dans cette même université. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier M. Sadio pour la qualité de l'ouvrage, mais aussi pour la qualité des interventions. Bon, je vais vous raconter deux histoires concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle. La première histoire. Donc, il y a de cela 3 ans, bon, j'ai fait exprès dans une évaluation mathématique en classe de 3e. Vous savez, les systèmes d'équation, pour la résolution des systèmes d'équation. Donc, il y a une méthode de résolution en classe de 3e. Et pour ce même exercice, vous pouvez résoudre ce même exercice en classe de la première année à l'université. Qu'est-ce que les élèves ont fait? Lorsque j'ai donné l'évaluation, j'étais sorti. Ils ont photographié l'épreuve, ils ont mis dans ChatGPT. Et la réponse générée par le ChatGPT, c'est que, il a traduit le système d'équation en une matrice. Et comment un élève de la classe de 3e peut manipuler des matrices? Donc, je pense qu'il y a un problème à ce niveau, en fait. Donc, ça veut dire le problème que l'utilisation de l'intelligence artificielle, donc, ce n'est pas encadré. Il y a une mauvaise utilisation de la part des élèves. La deuxième histoire, c'est qu'à travers une série d'exercices, l'élève, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de réfléchir sur l'exercice, bon, il a aussi fait la même démarche, c'est-à-dire que photographier l'exercice et donner ça à ChatGPT. Et ça lui a généré une réponse. Et lorsque je suis venu pour corriger l'exercice, la méthode adoptée et celle adoptée par le ChatGPT, c'est deux méthodes différentes. Donc il a dit que c'est moi qui ai faussé l'exercice. Non seulement je l'ai fait comprendre, c'est-à-dire que la réponse générée par ChatGPT, c'est une réponse qui n'est pas en parfaite adéquation avec le programme sénégalais.
C'est la première remarque que j'ai fait, que je l'ai fait comprendre. La deuxième remarque en est que le niveau avec lequel l'intelligence artificielle, le ChatGPT, a résolu l'exercice, donc ça dépasse largement plus de 6 ans de son niveau. Donc, bon, à ce niveau, en fait, parce que vous avez parlé, la redéfinition de l'éducation, ainsi de suite. Mais est-ce que, peut-être, si on ne parvient pas à encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle, est-ce que dans le futur, on peut parler de redéfinition de l'éducation? C'est la première question. La deuxième question, en fait, actuellement, je travaille avec une équipe. On travaille sur l'étude de quelques outils d'intelligence artificielle. C'est une étude comparative. Donc, ça veut dire qu'on travaille sur la géométrie dans l'espace, qui est un chapitre réputé très compliqué pour les élèves de la terminale S1. Donc, pour un même exercice, qu'est-ce qu'on fait? On pose une même question à ChatGPT, à DeepSeek et d'autres intelligences artificielles. Et le constat est que la réponse obtenue à travers ces différentes intelligences artificielles, donc on n'a pas la même réponse en fait. Maintenant, qu'est-ce qui expliquerait cette pluralité des réponses? Donc, merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé l'intervention de la dame sur le fait qu'elle ait parlé de paresse intellectuelle, mais surtout cela évoque aussi l'aspect de responsabilité que nous avons, nous d'abord, envers les IA que nous utilisons, nous tous. Aujourd'hui, on parle beaucoup de responsabilité et aussi d'adaptabilité. Et je pense qu'il y a beaucoup de projets qui sont en train de commencer et même des organisations qui démarrent des projets, ne serait-ce que pour sensibiliser ou bien pour créer des cadres de discussion pour échanger sur l'utilisation de ces IA-là et sur leurs enjeux, que ce soit par rapport à l'éducation ou bien par rapport même au lieu de travail où nous évoluons. Il y a aussi un monsieur qui parlait tout à l'heure du fait qu'on doit peut-être revoir les méthodes d'apprentissage ou bien les méthodes de formation au niveau des universités, étant donné que les produits finis de ces universités vont intégrer des entreprises et que si peut-être ils ne sont pas adaptés à l'utilisation de l'IA et qu'ils ont des méthodes anciennes de réflexion qu'ils arrivent, ils peuvent être beaucoup plus lents en termes de livrables, on va dire. Je pense aujourd'hui que c'est aussi une contribution, que cela est très important d'avoir ces capacités intellectuelles-là qui vont te permettre peut-être après d'avoir cet esprit critique par rapport à ce que te propose l'IA. D'avoir cette capacité de dire oui, ce texte est certes beau, que ça soit dans le domaine de la com, que ça soit dans le domaine de la gestion des projets, mais je pense qu'à travers les formations que nous recevons dans les universités, même si elles sont basiques, pas basiques vraiment, même si elles ne relèvent pas de cette IA, elles nous donnent aujourd'hui la capacité d'utiliser l'IA comme assistant pour être rapide en termes de livrables, mais aussi toujours rester pertinent dans la proposition du travail que nous faisons. Donc, juste pour dire qu'il faut encore se former davantage, se former à l'aide de l'IA, mais quand même avoir ce réparti lorsqu'on l'utilise. Moi, je l'utilise tous les jours dans le cadre du travail parce que vraiment, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Mais je me pousse, par exemple, à proposer d'abord quelque chose et puis à le faire améliorer par l'IA plutôt que de laisser l'IA me proposer et d'essayer d'améliorer. Parce que je pense que c'est en un moment là où on n'arrive plus à réfléchir de nous-mêmes, entre guillemets, et à d'abord se laisser donner des choses guidés par cette IA-là avant même de penser à produire quelque chose. Donc, qu'on soit nous-mêmes toujours assez responsables dans la façon dont nous utilisons ces outils pour nous et pour les générations futures. Merci beaucoup pour cette belle contribution, Mlle Evelyne Sonko. Et merci aussi pour les différents points que tu as souligné en rapport avec les interventions. Effectivement, c'est très important de savoir garder le juste milieu. Ce n'est pas toujours évident, mais rester équilibré dans l'usage de l'IA, ce n'est pas toujours évident, mais c'est ce qu'on devrait faire. L'esprit critique, ce sera l'une des compétences, si je puis l'appeler ainsi, qui sera le plus recherchée ou les plus recherchées maintenant avec l'IA, parce qu'il faudrait être sûr que ce qu'on utilise comme information, d'abord est vrai, donc on a vérifié la source,
authentique, et également qu'on peut l'utiliser dans le contexte dans lequel nous sommes. La contextualisation, c'est important. Je ne me rappelle plus qui avait dit que... voilà, je pense que c'est notre monsieur Touré, mathématicien. Je crois comprendre ce qui s'est passé avec votre élève de 3e. L'élève n'a pas contextualisé sa question. Quand on ne contextualise pas, l'IA va proposer n'importe quoi. Et très souvent, pour vous impressionner, elle ira chercher des méthodes beaucoup plus complexes. Là, je reste dans les mathématiques que vous avez citées, dont vous avez parlé. C'est ça qui s'est passé. Mais si l'élève avait dit, voilà l'image du problème que j'ai. Je suis un élève de 3e au Sénégal, tant, etc. Aide-moi à trouver une méthode de résolution en adéquation avec mon niveau de cette classe, ce serait différent. La réponse aurait été différente. Donc, la contextualisation de ce qu'on appelle le prompt. Le prompt, c'est quoi? C'est la question qu'on soumet à l'IA, le texte qu'on lui écrit, parce qu'il a en fait une manière d'écrire un prompt. Hein. Souvent, on écrit des prompts comme ça, comme si on discutait avec son ami ou son copain, mais c'est pas comme ça. Il y a une structuration très claire d'un prompt pour avoir une réponse précise, efficace et juste. On appelle ça le prompt engineering. Il y a carrément des certifications qui sont faites là-dessus. Alors, il y a d'abord le rôle, le contexte, les contraintes et les tâches. Mais bon, ça c'est une autre question. Merci beaucoup. Justement, pour les entreprises d'ailleurs, bon, parce qu'une entreprise a ses propres données qu'on ne peut pas trouver dans le net. Comme il a dit tout à l'heure, il a parlé de prompt engineering. Il y a ce qu'on appelle aussi le RAG, Retrieval, n'est-ce pas, Augmented Generation. C'est-à-dire là aussi, c'est toujours dans le domaine du contexte engineering. C'est-à-dire, là, vous allez traiter, vous pouvez avoir des fichiers Word, PDF, Excel, audio, etc., n'est-ce pas, qui vous appartient. Et il y a cette technique qui permet, avant d'interroger LLM, avant d'interroger Chatbox, par exemple, le chatbot, dans un premier temps, de récupérer certaines données à travers une recherche. En fait, une recherche de sens, n'est-ce pas? Récupérer un certain nombre d'informations, l'associer dans la requête. À ce moment-là, on aura des informations beaucoup plus pertinentes par rapport à sa société. Ça, c'est ce qu'on appelle le RAG. Hein, RAG. Bon, sinon il y a d'autres techniques, ce n'est pas l'objet. Mais ce qui est important, le débat, c'est entre, et sûrement il y a des philosophes ici, entre le savoir et la connaissance. Et chez nous, je suis désolé, hein, je suis désolé, c'est le par cœur. Le savoir, c'est quoi? C'est que tout le monde sait. Vous prenez le bouquin, vous bûchez tout. Pour moi, tari du xam-xam. Réciter. C'est pourquoi on ne crée pas. D'ailleurs, Cheikh Anta disait, pour que l'esprit puisse créer, il faut qu'il évolue dans un univers sans entrave. Il faut dépasser ce que tout le monde sait. C'est ça la force d'Einstein. Il vous pose des questions incroyables. Mais si on se concentre, on bûche tout et on récite. Pour moi, beaucoup de xam-xam. Donc, j'approuve un peu sa méthodologie. Prenez le ChatGPT. Maintenant, il faut expliquer, mais pas en français, comme on le fait chez nous ici. C'est ce que j'ai dit à mes élèves là. Vos français là, attention. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Hein. On a tous senti ce que je disais, la générosité, l'expertise, la pédagogie. Et on a soulevé des points extraordinaires là, n'est-ce pas, sur la paresse intellectuelle. Ah oui, il faut être vigilant, hein, sur la paresse intellectuelle, sur la nécessité de former. Et je le dis, je le dis. Moi, j'ai commencé à digitaliser depuis 1997, hein, dont la Société Générale de France. Hein. J'étais un des chefs de projet technique. Hein. Et j'ai dit prérequis. Il y a 25 ans, ce n'est pas la même chose. Hein. Aujourd'hui, tout le monde a l'Internet et tout le monde participe activement. J'ai relevé 10 prérequis. Premier, formation, tout le monde.
Ça, c'est un outil. L'intelligence, cybersécurité, l'intelligence artificielle, c'est des prérequis. Sensibilisation. Aujourd'hui, quand je traverse la route, même si je n'ai pas de véhicule, je sais comment traverser. Aujourd'hui, sans le faire exprès, par maladresse, on peut créer un chaos extraordinaire. Et je suis désolé. Tous les pays, le monde entier, je veux dire, est sous la menace d'une super attaque majeure. Tous les pays. Maintenant, il faut être prêt. Moi, mon point de vue personnel, on a perdu 25 ans, je le dis. Pourquoi? Parce que le web est apparu en 93-94. La Sonatel a privatisé le réseau en 97. Donc, au plus tard, en 2000, on aurait pu démarrer la numérisation. Bon, on peut toujours, mais il y a une phase, n'est-ce pas, d'information. C'est un prérequis, hein, pour que tout le monde comprenne c'est quoi le numérique. Je suis désolé, je ne parle pas de technique. Hein. Cette phase de sensibilisation, comme la sensibilisation routière, si on ne la fait pas, je suis pessimiste. Je suis désolé de le dire. En tout cas, félicitations et bravo. Et merci à vous. En tout cas, ce fut une belle rencontre. Donc, ça nous a permis d'échanger, de parler sur plusieurs thématiques. Moi, de toute façon, je pense que l'IA, c'est dans notre quotidien maintenant. Ce qu'il faut faire, c'est qu'aujourd'hui, les personnes qui travaillent sur l'IA puissent donner un outil personnalisé et personnalisable pour chaque Africain par rapport aux besoins. Parce qu'aujourd'hui, si nous voulons que l'IA nous aide à résoudre nos problèmes actuellement, il faut qu'on ait des IA qui ont été développés par des Africains qui maîtrisent la mentalité et nos besoins. Et c'est en faisant cela qu'on pourra vraiment avancer. Par rapport à M. Sadio, je tiens à le féliciter pour l'ouvrage et on attend la suite parce que je sais qu'il n'a pas terminé de tout dire. Donc on espère une suite par rapport à cet ouvrage et je remercie aussi le directeur pour la petite histoire. Pour la petite histoire, donc c'est l'un des seuls directeurs qui a presque 3 professeurs qui ont écrit des livres. Donc il a préfacé les 2. Donc voilà. Donc juste pour vous dire qu'en fait c'est un mentor. Il nous conseille et il nous met vraiment au devant de la scène et ça c'est très important. Quand on a des activités, on lui dit on a besoin de l'espace. Il nous le donne gratuitement. On peut même faire ici des entrées 10 000. Après on va encaisser, on va partir. Donc on tient à le remercier et à dire en fait que vraiment que l'école continue à évoluer vraiment et aller dans le bon sens. Et aussi je remercie tout le monde parce que c'est pas facile un samedi de vous déplacer et de vous retenir jusqu'à pareille heure. En tout cas, on vous dit merci et que la fête soit belle. Hein? Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président ECPI, pour cet événement que vous avez bien voulu accueillir au sein de votre établissement. Merci aussi à mon ami et collègue Gérard Dacosta, expert en cybersécurité. Il n'aime pas qu'on l'appelle expert, mais moi je l'appelle expert, il n'a pas le choix avec moi. Merci aussi à vous tous qui êtes venus, des amis, des connaissances, ma famille également qui est bien représentée, belle famille, cousins, cousines, frères, tout le monde est là. Merci à tous, merci.